Bonsoir les amis, nous sommes le samedi 26 septembre 2020. Alors que notre Premier ministre Jean Castex nous menace de reconfinement, à croire que ceux qui nous gouvernent ne savent pas lire. Ça fait depuis le mois d'avril sur cette chaîne que je vous dis que le confinement tue. Preuve à l'appui, puisque les statistiques italiennes étaient parues pour le mois de mars 2020, où 3 fois plus de morts par crise cardiaque avaient eu lieu à cause du confinement. 3 fois plus. Et donc là, une étude anglaise très sérieuse, et comme d'habitude, je vous mets tous les liens, parce que je source tout ce que je dis dans le descriptif de l'émission. Une étude anglaise très sérieuse qui dit que le verrouillage pourrait tuer 75 000 personnes sur 5 ans. C'est la projection officielle des décès non Covid causés par des diagnostics de cancer manqués, des opérations annulées ou des impacts sur la santé d'une récession. Le bilan des morts virales du Covid, lui, en Angleterre est à 42 000, mais on sait que ce chiffre doit être revu largement à la baisse, vu que ils se sont aperçus en Angleterre, ça je vous l'avais aussi expliqué dans mes émissions, que quelqu'un qui par exemple avait été diagnostiqué Covid en mars, s'il mourait d'un accident de voiture au mois de juillet, il était comptabilisé dans la case Covid. Et un document révèle déjà que 16 000 personnes sont décédées à la suite du chaos dans les hôpitaux. La révélation est venue un jour après que le principal pathologiste, le docteur John Lee, ait averti dans le mail que nous risquions de rendre le traitement pire que la maladie. Le mail, c'est le journal. Hein. Les chiffres conduiront les critiques à se demander pourquoi ni le secrétaire à la santé Matt Hancock, ni le ministre de l'Intérieur Priti Patel, dont les responsables ont rédigé le rapport, n'ont fourni l'information. On se le demande nous aussi. Les deux ont parlé du nombre de personnes qui pourraient mourir de Covid sans restriction stricte. Mais ils ont été moins ouverts sur le risque que les mesures elles-mêmes puissent conduire à de nombreux décès non-Covid, bien qu'ils aient été sensibilisés au danger il y a plus de 2 mois. Le verrouillage a vu une augmentation dévastatrice du nombre de personnes décédées à la maison de crise cardiaque et d'accidents vasculaires cérébraux, révèle une étude majeure. Les experts ont déclaré que le message du gouvernement rester à la maison a effrayé les gens à rester à l'écart de l'hôpital, même lorsqu'ils avaient désespérément besoin d'une aide médicale, entraînant 2085 décès supplémentaires. Les décès dans les maisons privées pour cause cardiovasculaire ont augmenté d'un tiers de mars à juin en Angleterre et au Pays de Galles, selon la première évaluation détaillée des certificats de décès. Les maisons de soins ont également vu ces décès grimper d'un tiers, ce qui suggère que les personnes vulnérables ne recevaient tout simplement pas les soins dont elles avaient besoin, alors que toute l'attention était portée sur le Covid-19. Le chercheur Chris Gale, cardiologue à l'université de Leeds, a déclaré « Ce sont des décès qui n'auraient pas dû se produire, nous étions en plein verrouillage et le message de rester à la maison était pris à la lettre. Les gens ne cherchaient pas de soins et beaucoup en sont morts. Le bilan indirect des morts pourrait finir par dépasser le bilan direct du Covid. Les médecins préviennent depuis mars qu'ils voyaient moins de personnes dans les hôpitaux et les cabinets de médecins généralistes. Les chiffres du début de mois ont révélé que les admissions du NHS pour les conditions communes avaient chuté de 173 000 entre mars et juin. La nouvelle évaluation accablante publiée hier soir dans le journal Medical Health et partagée exclusivement avec le Daily Mail révèle que les décès dus à des maladies cardiaques dans les maisons privées ont augmenté de 35% au cours des 4 mois à compter de mars, entraînant 2279 décès de plus que ce qui avait été vu en moyenne au cours des 6 années précédentes. Les décès cardiovasculaires dans les maisons de soins et les hospices ont bondi de 32% au cours de la même période. Ça, c'est la réalité, parce que je pense qu'en lisant ce texte, on peut le transposer à tous les pays qui ont confiné sans aucun souci. Vous vous souvenez pourquoi on avait confiné? Parce qu'un statisticien fou, Manuel Ferguson de l'Imperial College de Londres, payé par Bill Gates à coups de millions de dollars, avait fait des statistiques qui étaient fausses, montrant que si on confinait pas, il y aurait des millions et des millions de morts. 2 millions de plus aux États-Unis, je ne sais pas combien en France, et ainsi de suite. Il avait aussi prédit que la Suède allait subir une hécatombe, et on le voit que la Suède ne subit aucune hécatombe. Il s'était déjà trompé dans d'autres épidémies, de la grippe porcine et tout ça. On a toujours continué à écouter ce niais payé par Bill Gates. Mais maintenant, attention, parce qu'en France, regardez, dans les articles ce matin, le prix Nobel d'économie 2019, Ajit Banerjee et Esther Duflo proposent dans une tribune au Monde, parue le samedi 26 septembre 26 aujourd'hui, d'anticiper la progression de l'épidémie du coronavirus. Ils recommandent la mise en place d'un confinement de tout le territoire du 1er au 20 décembre pour permettre aux Français de retrouver leur famille lors des fêtes de fin d'année. Mais les économistes, occupez-vous d'économie. Déjà, quand je lis ce que vous avez, et quand vous, Internet a de la mémoire, quand je lis les prédictions économiques que vous avez faites ces dernières années, elles sont toutes fausses, toutes fausses. Hein. Il n'y a que Charles Gave qui surnage dans les prédictions.
Et là, vous venez parler médecine, vous voulez pas que Dr Raoult vienne vous parler économie, non? Restez à votre place et fermez votre gueule, comme certains le disent. De plus en plus maintenant, ça commence à bien faire. Maintenant, on va faire aussi, il y a qui là qui va sortir? Les philosophes, ah oui, philosophe qui a traité Raoult, lui, le fou de Marseille. Il faut arrêter d'inviter ces gens-là. C'est des malades, et c'est des insultes. C'est des gens qui connaissent rien, qui restent dans leur domaine, quoi. Hein, on va pas parler philosophie. Mais, mais, les gens se lèvent parce que eux savent, et notamment les médecins. Et on, et on va voir que, je vous mets aussi dans les liens, une lettre ouverte des médecins et des professionnels de la santé à toutes les autorités belges et à tous les médias belges qui ont reçu cette lettre. Nous, médecins et professionnels de santé belges, souhaitons exprimer notre vive inquiétude quant à l'évolution de la situation au cours des derniers mois entourant l'épidémie du virus SARS-CoV-2. Nous appelons les politiciens à être informés de manière indépendante et critique dans le processus de prise de décision et dans la mise en œuvre obligatoire des mesures Corona. Nous demandons un débat ouvert où tous les experts sont représentés sans aucune forme de censure. Après la panique initiale entourant le Covid-19, les faits objectifs montrent maintenant une image complètement différente. Il n'y a plus de justification médicale pour une politique d'urgence. La gestion actuelle des crises est devenue totalement disproportionnée et cause plus de dégâts qu'elle ne fait de bien. Nous appelons à la fin de toutes les mesures et demandons une restauration immédiate de notre gouvernance démocratique normale et de nos structures juridiques et toutes nos libertés civiles. Elle est très longue, hein, cette lettre. Hein. Je ne pourrais pas vous la lire en entier, mais par contre, je vous la mets en entier dans les descriptifs. Je vous lis juste quelques extraits qui sont très bien. Notre système immunitaire. Enfin, on parle du système immunitaire. Depuis des milliers d'années, le corps humain est quotidiennement exposé à l'humidité et aux gouttelettes contenant des micro-organismes infectieux, virus, bactéries, champignons. La pénétration de ces micro-organismes est empêchée par un mécanisme de défense avancé, le système immunitaire. Un système immunitaire fort repose sur une exposition quotidienne normale à ces influences microbiennes. Des mesures trop hygiéniques ont un effet néfaste sur notre immunité. Seules les personnes dont le système immunitaire est faible ou défectueux devraient être protégées par une hygiène poussée ou un éloignement social. Un virus hautement contagieux avec 10 millions de morts sans aucun traitement? Ah, la mortalité s'est avérée être plusieurs fois plus faible que prévu et proche de celle d'une grippe saisonnière normale, 0,2%. Le nombre de décès corona enregistrés semble donc toujours surestimé. Il y a une différence entre la mort par corona et la mort avec corona. Ça fait 6 mois que je le dis dans cette chaîne. Les humains sont souvent porteurs de plusieurs virus et de bactéries potentiellement pathogènes en même temps. Compte tenu du fait que la plupart des personnes qui ont développé des symptômes graves souffraient d'une pathologie supplémentaire, on ne peut pas simplement conclure que l'infection corona était la cause du décès. Cela n'a généralement pas été pris en compte dans les statistiques. Ben non, on a tout mis sur la tête du Covid. Les groupes les plus vulnérables peuvent être clairement identifiés. La grande majorité des patients décédés étaient âgés de 80 ans ou plus. La majorité, 70% des personnes décédées âgées de moins de 70 ans avaient un trouble sous-jacent comme des souffrances cardiovasculaires, un diabète sucré, une maladie pulmonaire chronique ou l'obésité. La grande majorité des personnes infectées, supérieures à 98%, ne sont pas ou à peine tombées malades ou se sont rétablies spontanément. Pendant ce temps, il existe une thérapie abordable, sûre et efficace pour ceux qui présentent des symptômes graves de maladie sous forme de hydroxychloroquine, de zinc et d'azithromycine. Appliquée rapidement, cette thérapie conduit au rétablissement et empêche souvent l'hospitalisation. Presque personne ne doit en mourir maintenant. Vous avez bien lu, personne ne doit en mourir maintenant. Propagation. La propagation se produit par infection goutte à goutte, uniquement pour les patients qui toussent ou éternuent, et des aérosols dans des pièces fermées et non ventilées. La contamination n'est donc pas possible à l'air libre. La recherche des contacts et les études épidémiologiques montrent que les personnes en bonne santé ou les porteurs asymptomatiques testés positivement sont pratiquement incapables de transmettre le virus. Les personnes en bonne santé ne se mettent donc pas en danger. Le transfert via des objets, par exemple de l'argent, des caddies ou des qui est marqué cadet deux fois, n'a pas été scientifiquement prouvé. Tout cela remet sérieusement en question toute la politique de distanciation sociale et de masques buccaux obligatoires pour les personnes en bonne santé. Il n'y a aucune base scientifique à cela. Concernant les masques oraux ont leur place dans des contextes où ont lieu des contacts avec des groupes à risque avéré ou des personnes souffrant de troubles des voies respiratoires supérieures et dans un contexte médical, hôpital, maison de retraite. Ils réduisent le risque d'infection par gouttelette, par les éternuements ou la toux. Les masques oraux chez les individus en bonne santé sont inefficaces contre la propagation des infections virales. Le port d'un masque n'est pas sans effet secondaire, la carence en oxygène, maux de tête, nausées, fatigue, perte de concentration, combien vous êtes à m'écrire cela, survient assez rapidement, effet similaire au mal des montagnes. Chaque jour, nous voyons maintenant des patients se plaindre de maux de tête, de problèmes de sinus, de problèmes respiratoires,
respiratoire, d'hyperventilation due au port du masque. De plus, le CO2 accumulé entraîne une acidification toxique de l'organisme qui affecte notre immunité. Certains experts mettent même en garde contre une transmission accrue du virus en cas d'utilisation inappropriée du masque. Notre code du travail fait référence à une teneur en CO2 de 900 ppm, maximum 1200 ppm, dans des circonstances particulières. Après avoir porté un masque pendant 1 minute, cette limite toxique est considérablement dépassée pour atteindre des valeurs 3 à 4 fois supérieures à ces valeurs maximales. Quiconque porte un masque se trouve donc dans une pièce extrêmement mal ventilée. L'utilisation inappropriée des masques sans dossier médical complet de tests cardio-pulmonaires n'est donc pas recommandée par des spécialistes reconnus de la sécurité des travailleurs. Les hôpitaux ont un environnement stérile dans leur salle d'opération où le personnel porte des masques. Il y a une régulation précise de l'humidité, température avec un débit d'oxygène correctement surveillé pour compenser cela, répondant ainsi à des normes de sécurité strictes. Le serment d'Hippocrate. Ah, ces médecins belges savent qu'ils ont signé un serment d'Hippocrate. Beaucoup de médecins français l'ont hélas oublié. En tant que médecin, nous avons prêté le serment d'Hippocrate. Je vais avant tout soigner mes patients, promouvoir leur santé, soulager leurs souffrances. J'informerai correctement mes patients. Même sous pression, je n'utiliserai pas mes connaissances médicales pour des pratiques qui sont contre l'humanité. Les mesures actuelles nous obligent à agir contre ce serment. D'autres professionnels de la santé ont un code similaire. Le primum non nocere, que tout médecin et professionnel de santé assume, est également miné par les mesures actuelles et par la perspective de l'introduction éventuelle d'un vaccin généralisé qui ne fait pas l'objet de tests préalables approfondis. Primum non nocere, c'est d'abord ne pas nuire. Vaccin. Des enquêtes sur la vaccination antigrippale montrent qu'en 10 ans, nous avons réussi que 3 fois à développer un vaccin avec un taux d'efficacité de plus de 50%. Vacciner nos personnes âgées semble inefficace. Plus de 75 ans, l'efficacité est quasi inexistante. Ce que dit Raoult depuis des années. En raison de la mutation naturelle continue des virus, comme on le voit également chaque année dans le cas du virus de la grippe, un vaccin est tout au plus une solution temporaire qui nécessite chaque fois de nouveaux vaccins par la suite. Un vaccin non testé mis en œuvre par procédure d'urgence et pour lequel les fabricants ont déjà obtenu une immunité légale contre d'éventuels dommages soulève de sérieuses questions. Nous ne souhaitons pas utiliser nos patients comme des cobayes. À l'échelle mondiale, 700 000 cas de dommages ou de décès sont attendus du fait du vaccin. Si 95% des personnes souffrent du Covid-19 pratiquement sans symptômes, le risque d'exposition à un vaccin non testé est irresponsable. Voilà, il y a plein d'autres choses et plein d'autres références. C'est des centaines de médecins qui ont signé ça en Belgique. Bravo la Belgique. Il faut absolument qu'on arrive à faire pareil en France. Je vous laisse exactement un autre article. Les médecins de l'Oklahoma affirment que les masques sont nocifs pour les personnes en bonne santé et intentent une action en justice contre des mandats. Et ce ne sont pas les seuls médecins américains à avoir déclaré que le port de masque provoquait la maladie de personnes en bonne santé. Ils sont peut-être les seuls à avoir intenté une action en justice contre ceux qui recommandent les masques. Bravo, messieurs. Et vous avez vu chez les Belges, ils ont dit on ne doit plus mourir du Covid. Or, en France, on meurt beaucoup encore du Covid. Ben, c'est normal, puisque c'est dans les hôpitaux, c'est dans les médecins qui ne prescrivent rien. Du paracétamol. Et reste chez toi. J'ai un ami qui était voir un médecin, mais pour tout à fait autre chose, lui, qui est curieux, il lui a dit, mais si jamais j'avais eu le Covid, ben je vous aurais donné du paracétamol. Donc il l'a engueulé, le médecin l'a regardé bizarre, du style, mais qui tais-toi, moi je sais, toi tu sais rien. Voilà où on en est. Eux, ils ont dit, on ne devrait plus mourir du Covid. Et la preuve, Der Spiegel, l'énorme journal allemand Der Spiegel, des médecins allemands ont prescrit des antipaludiques en masse. Le président américain Trump avait salué l'hydroxychloroquine comme un sauveur contre le Covid-19. Bien que les critiques se soient rapidement élevées, les médecins ont également prescrit l'antipaludique en grande quantité en Allemagne. Et d'ailleurs, il n'y avait pas que Trump, il y avait aussi Bolsonaro. Je vous ai fait une émission sur le Brésil, je vous ai fait une émission sur les États-Unis, où les États démocrates anti-Trump n'ont pas laissé prescrire l'hydroxychloroquine, où les États républicains l'ont laissé, et où il y a eu beaucoup plus de morts, évidemment, dans les États démocrates. Pareil au Brésil, où 6 États qui ne dépendent pas du même parti que Bolsonaro représentent 82% des morts du Covid. Maintenant, il a été démontré que l'hydroxychloroquine, ingrédient actif contre le paludisme, pour lequel les deux hommes politiques ont fait campagne dans la lutte contre les maladies, Covid-19, a au moins temporairement trouvé de nombreux adeptes en Allemagne. Ceci est le résultat d'une évaluation préliminaire par l'Institut scientifique AOK pour The Spiegel. En février de cette année, environ 704 000 doses quotidiennes d'hydroxychloroquine ont été administrées en mars. Elles étaient
de près de 1,6 million. Cela signifie que le médicament a été prescrit à près de 10 000 patients de plus que le mois précédent, selon l'analyse AOCA. L'évaluation comprend les prescriptions des médecins résidents aux frais de l'assurance maladie légale, qui a été réalisée en extrapolant les données AOCA. En avril et mai, les chiffres ont de nouveau baissé, mais sont restés à un niveau plus élevé que l'année précédente. En juin, les valeurs étaient alors inférieures à la moyenne de l'année précédente, puisqu'il y a eu la fameuse fausse étude du Lancet. La fausse étude du Lancet. Ça veut dire que les auteurs de cette fausse étude du Lancet, avérée maintenant rétractée, devraient être poursuivis en justice pour crime contre l'humanité, ainsi que la revue The Lancet. Et que tous les auteurs de fausses études devraient être poursuivis en justice. Là, je lance un appel aux avocats. Je ne comprends pas que ces gens-là ne soient pas encore en train d'être en justice. Et alors, on va regarder, les Allemands, ils ont prescrit l'hydroxychloroquine. En France, eh ben, vous voyez, il y a 31 661 morts. En Allemagne, il y en a 9 530. Ce qui fait que l'Allemagne a un taux de mortalité de 114 pour 1 million d'habitants et la France de 485. Or, en plus, l'Allemagne, un pays beaucoup plus peuplé que la France, vous le voyez à droite, presque 84 millions d'habitants pour 65 en France, et de plus l'Allemagne a une population plus âgée que la France. Mais il y a un autre phénomène à analyser. Vous voyez que pour la France, il y a 513 034 cas. En Allemagne, il n'y en a que 283 706. Ce qui veut dire que les tests français, soit il y a beaucoup plus de cas en France, soit que les tests ne sont pas bons. Puisque sortis 249 500 en Allemagne, que 94 891 en France. Il reste 300 cas critiques en Allemagne, il en reste 1098 en France. Et ce chiffre n'arrête pas d'augmenter. Donc, il y a un problème. Le virus est le même. Il y a un gros problème de non-utilisation de ce que les Belges, les Américains maintenant, professeur Raoult disent, et puis les Africains, que dire des Africains maintenant, il y a 2 fois plus de cas en France que l'ensemble du continent africain qui mange de la chloroquine tous les jours. Il serait temps quand même maintenant d'arrêter cette mascarade. Et donc, ça pose quand même de sérieuses questions. Moi, surtout, qui suis à Strasbourg, où une fois de plus, je le répète, mais je le répéterai sans cesse, à Strasbourg, la ville rouge, le virus circulerait activement, on est obligé de porter des masques, alors que je traverse le Rhin sur le pont de Kiel à pied, et je tombe dans une ville verte, sans masque. Vous pensez que le virus, c'est parce qu'il a pas ses papiers qu'il va pas de l'autre côté de la frontière? Du reste, en parlant de masque, ce matin, j'ai été complètement effaré en allant en ville de voir tous ces gens porter des masques sous la pluie. Et croyez-moi, il y avait peut-être 30% qui avaient un parapluie. Et même le parapluie, il y avait tellement de vent ici en Alsace que le masque, il est vite mouillé, même avec le parapluie. Et donc moi, j'ai lancé un appel sur Twitter, sur Facebook, qui accepte de passer sur ma chaîne pour m'expliquer l'efficacité du masque sous la pluie. Parce qu'un préfet l'y oblige pour ne pas avoir d'amende quand les décrets obligeant le port du masque à l'extérieur en cas de pluie vont à l'encontre des directives ministérielles. Dans un communiqué paru le 30 juillet, le ministère de la Santé expliquait pendant la période de forte chaleur qu'il ne fallait jamais humidifier le masque, même si cela peut procurer une sensation de rafraîchissement. Si le masque est humide, il faut le changer, y compris quand il pleut. Donc, obliger le port du masque à l'extérieur quand il pleut, ça aussi, c'est quelque chose qu'on va attaquer en justice, comme le port du masque à l'extérieur, parce que maintenant les études tombent de partout sur l'inefficacité de ce port du masque. Sinon, j'ai aussi beaucoup de professeurs et d'enseignants qui m'écrivent. Donc j'avais créé un petit groupe professeurs pour qu'ils s'échangent des emails. Mais il y a eu une initiative qui est encore meilleure. Donc là, je vous laisse un article sur Covid-19, ça va trop loin, le témoignage d'une enseignante qui appelle ses collègues au rassemblement et à la résistance. Et donc, elle a décidé de créer une adresse email qui s'appelle Enseignants en résistance. Je pense qu'il est grand temps que le milieu éducatif sorte de cette rouille, se réveille, se mobilise et à l'instar des policiers indignés fasse entendre sa voix. Donc voilà, vous pouvez lui écrire, créer un groupe Facebook, créer un groupe ce que vous voulez, faites entendre vos voix, il est temps. Parce que comme je le disais en plus hier, eh ben avec le mauvais temps, ils aèrent les salles, c'est bien d'aérer les salles, quoi. Mais quand l'élève il est en train de grelotter là, et suivre le cours du prof, le masque, le prof masqué, on n'entend pas bien,
plus la pluie, le vent à côté, parce qu'il faut rester les fenêtres ouvertes, les enfants vont tomber malades, il faut arrêter les conneries, hein. Au bout d'un moment, il faut vraiment arrêter les conneries. Un appel, une super chaîne, je vous les mets dans les liens. Médiateur TV, profession de médiateur, c'est des gens qui se réunissent, ils discutent, c'est vraiment sympa. Je sais qu'ils m'ont déjà invité en plus, et j'avais pas eu le temps de venir. Donc je vous mets le lien de la chaîne. Une autre chaîne qu'on m'a fait découvrir, c'est Lumière sur l'ombre, il a 1,42K d'abonnés. Donc c'est quoi leur plan? C'est quoi notre plan? Boycottons les 1% les plus riches, il commence, faut l'aider. Des nouvelles de la Guadeloupe. C'est Sylvia qui m'écrit: J'habite en Guadeloupe, plus particulièrement à Marie-Galante, et le système hospitalier est désastreux, aussi bien à l'hôpital Sainte-Marie qu'au CHU de Pointe-à-Pitre. Comme tu le sais, nous sommes en zone rouge écarlate. Le service réanimation est soi-disant en situation à cause du Covid, mais ce n'est pas le virus le problème, c'est le manque de lits et de moyens qui est récurrent depuis de nombreuses années. Ils sont toujours en saturation. L'année dernière, c'était l'épidémie de dingue qui nous a touchés, et l'hôpital était submergé. Après, c'est normal, avoir 30 lits de réanimation pour plus de 400 000 habitants, cela va très vite. Je discutais hier avec un ami médecin du CHU, tout le personnel est épuisé. Ils n'ont bien sûr pas assez de matériel, de moyens. Le directeur du CHU a demandé à l'ARS de lui trouver des médecins, des infirmières hors Union Européenne pour équiper une autre salle de 8 lits supplémentaires, mais l'ARS de Guadeloupe n'a pas bougé, alors qu'en Martinique, ils ont pu faire appel à une quinzaine de personnes de personnel soignant cubain. Et oui, on n'est pas loin. Une autre chose aussi m'a fait bondir, c'est le manque de soins apportés aux personnes malades hors Covid. Les opérations soi-disant non urgentes sont reportées depuis le mois de mars. Certaines personnes attendent ainsi depuis 10 mois, et quand viendra leur tour, on leur dira quoi? Qu'ils sont inopérables, qu'il est trop tard, c'est inadmissible. Et autre chose aussi, un nouveau CHU est en train d'être construit. Je disais à mon ami que oui, c'est très difficile en ce moment, mais avec ce nouvel hôpital, les choses iront mieux, qu'il sera plus grand, et figure-toi que le nombre de lits en réanimation devait être encore moins élevé. On marche sur la tête. Une dernière chose au sujet des personnes décédées la semaine dernière, c'était toutes des personnes présentant des comorbidités, diabète, hypertension et surpoids. La personne la plus mince pesait 110 kg. Et on sait bien que tous ces facteurs fragilisent ces personnes. Et tous les patients hospitalisés en ce moment présentent des symptômes moins graves qu'en mars, et bien sûr, la majorité de ces personnes ressortent guéries. Mais mais quand moi je lis des articles de la Provence, qu'il y a un hôpital à Marseille, attention, on est à 60% de la capacité des réanimations, donc les gens ont peur. Et on apprend qu'il y a 17 lits. Guadeloupe, 400 000 personnes. Il y a, combien elle a dit? 30 lits. 400 000 personnes. Et encore, c'est bien. Je vous avais fait une émission en avril, non, attendez, déjà en mars, où on était un peu plus inquiets, on avait moins de connaissances évidemment sur ce virus. Mon ami Massimo Mazzucco avait été dans sa région, enquêter, en Calabre, puisqu'il y avait l'hécatombe dans l'Italie du Nord, donc ils avaient peur que le virus arrive dans le sud de l'Italie, qui est beaucoup moins bien équipé que le nord de l'Italie, bien évidemment. Et dans toute la région de Calabre, il y avait 75 lits en réanimation. Et le médecin lui dit, bah, en temps normal, c'est occupé à 50%. Donc vous voyez, il y a 50% de marge. Donc 50% de 75, hein, ça fait 37,5 lits qui restent. D'accord? Et avec une épidémie qui était en train d'arriver. Donc qu'est-ce que c'est 37,5 lits? La région de Calabre compte 2,5 millions d'habitants. 2,5 millions d'habitants. Rendez compte? Et comme ça, on fait peur aux gens. On parle de taux d'occupation. Mais alors qu'il y a très peu de lits. Très peu de lits. Vous avez entendu ce témoignage? Donc si vous aussi vous voulez me faire des témoignages de votre hôpital, ici dans l'Est, il n'y a rien. Les gens s'ennuient, donc autant j'étais actif quand je vous faisais des émissions pendant le confinement en mars-avril, parce que je vous disais ce qui se passait. Alors là, en ce moment, c'est que dalle. Hein. Ils manipulent par la peur. Ils manipulent par la peur. Écoutons 2 minutes l'excellent docteur Louis Fouché. Donc le yes set, c'est relativement simple et en fait certains le font de manière spontanée dans la rhétorique habituelle. Ça consiste à donner des truismes, c'est-à-dire des évidences à la personne en face, qui va les ratifier une par une. Par exemple, Didier Raoult est un brin mégalomane. Didier Raoult, c'est l'hydroxychloroquine. L'hydroxychloroquine, ça sert à rien. Ok, donc là on avait 2 truismes, puis un troisième qui vient avec. Finalement, si vous les concaténez ensemble,
C'est ce qu'on appelle du pacing and leading, c'est-à-dire que vous allez mettre une proposition, une autre qui est évidente, une troisième qui est évidente, puis la quatrième qui est discutable, mais par effet d'entraînement, le cerveau va la ratifier. Retenez bien ça, le yes set, et qui peut être tramé sur plusieurs jours, hein, c'est-à-dire qu'on va vous faire des évidences, puis on va vous montrer que c'est une évidence en vous montrant des images, en vous montrant des courbes, et dire l'épidémie est très grave. Deuxième jour, en vous montrant des courbes, des gens qui sont dans des réanimations avec tout le monde avec un scaphandrier, etc. Le masque protège de l'épidémie, deuxième jour, en vous montrant les particules qui passent pas à travers, plusieurs experts qui vont vous dire que ça marche, etc. Troisième jour, le masque est obligatoire. Ok, vous auriez pu discuter, mais là, en fait, on vous l'a présenté comme l'évidence ensuite. Voilà. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, retouchez au réel, démontez le discours médiatique et politique, qui n'est pas fait pour faire une politique sanitaire qui vous mette en bonne santé et qui mette notre société en bonne santé et faire qu'elle soit bien ensemble, mais qui au contraire nous sépare, nous divise et effiloche le lien social et la symbolique de l'humain autour de la maladie. Donc voilà, prenez soin de vous vraiment et on va tous sortir de ce cauchemar, tout va bien, tout va bien. Le service de réanimation est vide aujourd'hui. Les 5 derniers patients étaient Covid positifs, mais n'étaient pas malades du Covid. Et je suis certain que ça n'est pas le cas que dans notre réanimation. Donc faites très attention au nombre. Ils sont manipulables à volonté. Dire qu'il y a des réanimations Covid et vous montrer les chiffres, vous ne savez pas si ces gens sont malades du Covid. Vous ne savez pas à quel point ils sont graves. Donc voilà. Écoutez les médecins qui soignent, écoutez les médecins qui sont à l'hôpital, qui sont en contact avec des patients Covid, eux savent. N'écoutez pas les médecins de plateau qui n'ont jamais vu de patients Covid. Et n'écoutez surtout pas les philosophes, les économistes qui veulent venir parler de médecine. Je vous présente un collectif qui fait un dossier d'investigation scientifique sur le Covid-19, accueil, qu'est-ce que le Covid, état des lieux, mesures sanitaires, des enfants, communication, désinformation, vaccins, perspectives philosophiques, ressources. C'est énorme. Je vous avais présenté le clip de la mascarade que je vous avais montré l'autre soir à la fin de ma vidéo. Alors, rejoignez ce collectif, il va vous donner plein d'informations. Un autre qui sait beaucoup de choses, c'est le directeur général de l'IRSAN, Laurent Toubiana. On va aussi l'écouter. Est-ce qu'on doit reconfiner alors? Vous savez, sur ce plateau, j'avais dit il n'y a pas si longtemps, tout ce que j'entends est faux. Je continue à le dire. Alors, j'avais dit presque tout ce que j'entends est faux. Et ce que je vais dire là ce soir va vous sembler une énormité. Et je sais bien que je peux choquer les gens en le disant. Nous avons signé à 200 chercheurs une tribune qui disait « Nous ne voulons plus être gouvernés par la peur ». Cette tribune, c'est 200 chercheurs de toutes les disciplines et des médecins. Nous pensions avoir été entendus. Nous avions en tout cas pas cette prétention, mais cet espoir. Et effectivement, le Premier ministre, le 11 septembre, n'a pris aucune mesure. Et là, le coup de bâton arrive, si vous voulez, hier. C'est un coup de bâton, ce qui a été annoncé hier pour vous. Écoutez, pendant à peu près un tiers du temps, on a entendu un discours technocratique auquel on ne comprenait rien sur la forme, mais sur le fond, on l'entendait très bien. C'était il se passe quelque chose de grave en France, il va y avoir une seconde vague peut-être, et nous allons prendre, et après pendant deux autres temps équivalents, c'est-à-dire 2 tiers du temps, on nous a assommés avec des mesures absolument extravagantes. Donc, si vous voulez, tout s'appuie dans cette affaire-là sur une peur, et cette peur est fondée sur quoi exactement? Sur des courbes qui baissent, des hospitalisations, là je viens d'entendre, qui sont finalement, somme toute, tout à fait standards. Je regarde, moi, là, Pardon, en ce moment... 31 000 morts en France en 3 mois, c'est pas tout à fait standard. Mais pourquoi? Est-ce que vous êtes sûr de ça? Au regard des épidémies récentes. Au regard de quelles épidémies? 31 000 morts, au regard des virus déjà il n'y a eu que 20 000 morts. La grippe, c'est 8 à 10, 12 000 morts par an, par exemple. En janvier 2017, il y a eu 15 000 morts de la grippe. Donc voilà. 15 000 morts de la grippe en un mois. Vous avez bien entendu. En janvier 2017, en un mois, il y a eu 15 000 morts de la grippe. En un mois. Personne n'en parlait. Vous ne le saviez pas? Moi non plus. Personne n'en parlait.
C'est l'épidémie des médias, le Covid, parce qu'ils en parlent tout le temps. Sauf hier, il y avait un autre sujet d'actualité qui est passé devant. 15 000 morts de la grippe en un mois, en janvier 2017. Qui s'en souvient? Je sais que j'avais retrouvé des images d'archives quand je vous ai montré. Attention, n'ayez pas peur parce que on voyait déjà des brancards. On voyait à la télé des brancards parce qu'il n'y avait pas de place dans les hôpitaux, comme d'habitude. Et on continue à supprimer des places dans les hôpitaux. Mais 15 000 morts de la grippe en un mois, janvier 2017. Voilà, le chiffre à retenir. On l'écoute encore un peu. Eh bien, simplement parce que à l'heure actuelle, l'épidémie est passée, elle est derrière nous. Elle a. Ce n'est pas ce qu'on dit dans les hôpitaux, pardon. Mais c'est pas ce qu'on dit dans les hôpitaux. Mais écoutez, les hôpitaux ne font pas d'épidémiologie. Ils soignent des gens. Aujourd'hui, ce que j'ai entendu là depuis tout à l'heure, c'est un problème de management des hôpitaux. Donc, écoutez. Pardon, si les services de réanimation pleins, c'est un problème de management des hôpitaux, c'est ça? Évidemment, ce qui est grave là ici, c'est qu'on ne puisse pas recevoir lorsqu'on a 200 milliards, lorsqu'on paye 200 milliards la santé en France, qu'on ne puisse pas recevoir des gens. Moi, ça me pose plus un problème d'organisation qu'un problème d'épidémiologie. Mais le fait est qu'aujourd'hui, ces hôpitaux ne peuvent pas recevoir des patients. Donc, ce n'est pas une vue de l'esprit. C'est ces dizaines ou ces centaines de personnes qui y arrivent chaque jour. En France, aucune idée. Eh bien, il y en a 3000. 3000 hôpitaux. Savez-vous combien il y a de lits d'hôpitaux en France? Est-ce que vous avez une idée de ça? Clairement pas suffisamment. Il y a 400 000 lits d'hôpitaux en France. Vous voyez, on met quand même beaucoup d'argent dans la santé. Précisément. Mais normalement, le système est dimensionné pour faire face. Donc ça nous dit aussi l'importance de cette épidémie. Si tous ces hôpitaux, tous ces lits sont incapables d'accueillir les patients, ça dénote un problème, non? Si il y a réellement une épidémie. Or, la seconde vague dont on parle et qui est la clé de voûte de tout ça, est en fait un postulat. C'est une conjecture. Ça ne s'est jamais produit des deuxièmes vagues d'épidémie. Ça n'existe pas. Est-ce qu'il y a eu une deuxième vague? Ça peut être un rebond, appelez ça comme vous voulez, mais ce que l'on constate tous les jours ici même, c'est que les gens qui travaillent dans ces hôpitaux nous disent on a des patients tous les jours qui arrivent et qui sont positifs à ce virus. Vous imaginez la difficulté pour les gens qui doivent porter toute la journée un masque, qui doivent maintenant, qui sont interdits. C'est notre cas à tous, donc oui, j'imagine bien. Oui. Pardon? C'est notre cas à tous, donc oui, mais ce sont des mesures surdimensionnées par rapport au danger réel. Si vous voulez, le danger réel, à l'heure actuelle, j'ai apporté quelques cours, mais ça sert strictement à rien. À l'heure actuelle, même le nombre... Écoutez, il y a un chiffre, on nous a abreuvé de chiffres, et on est passé du chiffre à la mesure sans direct. On n'a même pas cherché à comprendre quoi que ce soit. Aujourd'hui, on fait des tests, 10 millions de tests, c'est un échantillon énorme. 10 millions, parmi ces 10 millions, il y a 96% de gens négatifs. Et sur les 4% restants, il y a 95% de gens qui ne sont pas malades, durement touchés. Ce qui veut dire, si vous voulez, qu'une masse énorme de gens supportent des mesures extrêmement dures pour un nombre faible de personnes malades. Je vous rappelle quand même que Laurent Toubiana, c'est pas n'importe qui. C'est le directeur général de l'IRSAN, l'Institut de recherche pour la valorisation des données de santé. C'est eux qui s'occupent de tout. Grippe, varicelle, tout ce que vous voulez. Allez sur leur site, c'est facile, irsan.fr. C'est le directeur général, il sait de quoi il parle. Les autres ne savent pas de quoi il parle, et c'est bien ça le problème. Vous avez entendu, il y a 400 000 lits. Il y a 3000 hôpitaux. 3000 hôpitaux, 400 000 lits. Là aussi, vous avez vu, on envoyait des malades au fin fond. Pendant le confinement, on envoyait des malades de Strasbourg, de Mulhouse, à Toulouse, en Bretagne, alors que les cliniques privées étaient au chômage technique. L'incompétence de ce gouvernement. Eux, comme je vous l'ai dit hier dans mon émission, ils pensent à une deuxième vague. Cette deuxième vague, nous, on n'y croit absolument pas. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que moi, si je croyais à une deuxième vague, j'aurais préparé plus de moyens pour l'hôpital, plus de sous. Non. Et par contre, les aides-soignants, quand ils ont vu ce qui se passait, ils ont démissionné, comme ils sont traités, comme ils ont été traités. Il y a plein d'infirmiers, de médecins qui ont quitté leur fonction et qui ne veulent plus, parce qu'ils ne veulent plus de ce gouvernement. Et même maintenant, les éditorialistes se fâchent. Je vous laisse avec Alexis Poulain. C'est lui qui va conclure cette vidéo.
Il faut vraiment que vous en soyez vous aussi conscients et continuez à réveiller ceux qui dorment. Parce que quand on a un ministre de l'Éducation nationale qui dit que les cantines scolaires restent ouvertes, ce n'est pas la même chose qu'un bar, c'est le midi, pas le soir. C'est l'info de l'année. Le Covid ne frappe que la nuit. Nous avons droit à un Covid, un virus zombie, ou alors un loup-garou. Hein, ouais, c'est les loups-garous plutôt. Voilà, pendant ce temps-là, je vous laisse aussi un petit article suisse qui dit qu'en 2019, les médecins ont reçu 11,5 millions de francs de Big Pharma. Et vous avez la liste de tous les labos, anonymes ou pas, hein, parce que là-bas c'est encore anonyme ou pas. Vous verrez que la grosse majorité est anonyme. Je vous laisse un article de l'excellent site SOT. C'est très bien fait, attention, l'article est très long. Hein. Les tests PCR du Covid peuvent être un moyen d'infecter ou d'implanter subrepticement des personnes. Ne croyez pas que c'est un article complotiste, il y a beaucoup de sources. Le coton-tige touche une plaque sensible du cribriforme et accède directement au cerveau. Et on en reparlera de cette plaque sensible. Il y a une émission sur Planète 360 avec l'excellente généticienne Alexandra Henrion. Et j'ai pas le temps de vous parler maintenant, mais en Italie, ça fait quelques temps qu'on parle de l'adieu au liquide. Donc Bill Gates, vaccin nanoparticules, passeport biométrique et suppression de l'argent liquide. Ça sera pour une autre émission, mais en Italie, c'est sur le bon chemin, c'est les globalistes, c'est l'état profond, c'est ainsi. Mais courage, on n'a pas encore perdu, loin de loin pas. Je vous laisse avec Alexis Poulain. Bye bye, bisous. C'est surtout la même impréparation, la même nullité dans la gestion de cette crise sanitaire depuis mars. Rien n'a été fait, rien n'a été appris. Les lits qui auraient dû être pérennisés, ouverts, les médecins qui auraient dû être embauchés, les soignants qui auraient dû être embauchés, tout ça n'a pas existé. La rentrée qui aurait dû être préparée. Dans le discours d'Olivier Véran hier, il n'y avait aucune mention des écoles, des universités. L'impréparation de ce gouvernement, elle est inédite, elle est incroyable, et il voudrait que ce soit la faute des Français. Il voudrait que la culpabilité de cette crise sanitaire soit entièrement sur le dos des Français qui sont trop bêtes pour comprendre, qui sont trop indisciplinés pour mettre leur masque, qui font n'importe quoi. C'est faux. Les Français, je trouve, ils sont extrêmement patients, ils sont extrêmement calmes avec ce gouvernement qui tient je ne sais pas comment, parce que là, on a affaire à une gestion politique de la crise qui n'a rien à voir avec des faits sanitaires. Moi, j'aimerais savoir, quand on parle de réanimation, en réalité, combien de personnes sont intubées aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est que ces chiffres? On n'a pas les chiffres. Quand vous avez vendredi des chiffres qui arrivent où on a 300 morts qui disparaissent le lendemain parce que finalement il y a eu une erreur de comptage, quel crédit peut-on donner aux chiffres montés par les ARS aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il se passe dans les systèmes d'urgence? Rappelez-vous la première vague. Les médecins demandaient des masques, des outils de protection, des moyens. Les moyens sont arrivés beaucoup trop tard. Il y a eu les mots d'Olivier Véran qui disaient que le masque était inutile à l'époque. Il y a toute la chaîne des tests aujourd'hui qui ne fonctionne pas parce que on manque de réactifs, parce qu'on n'a pas su organiser cette chaîne de tests. Je veux bien qu'on ait maintenant Monsieur Bayrou à la planification de la relance, mais il faudrait peut-être une planification de la gestion sanitaire. Aujourd'hui, c'est du grand n'importe quoi, une improvisation permanente de la part du gouvernement qui veut se défausser de ses responsabilités sur les responsables politiques à l'échelon territorial, régional, local, municipal. Ceux-là se rebellent, ils ont raison. Renaud Muselier a raison d'essayer de tout faire pour arrêter ce délire politique, parce que ce n'est pas du tout scientifique. Bien sûr que les restaurants n'ont pas à être montrés du doigt. Pourquoi le virus ne serait dangereux que dans les lieux de convivialité, les rassemblements familiaux, alors que dans les universités bondées, on n'en parle pas? Olivier Véran fait bien l'objet de ne pas en parler volontairement. Donc cette gestion politique, elle est lamentable. On rentre dans quelque chose qui est du domaine, pour moi, du virtuel, de la science-fiction. Leute sind angeblich hier und angeblich aufgelöst. What? Das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Lügen in diesem Staat schlucken wir jeden Tag. Doch jetzt sehe ich es klar. Deine Propaganda. Bla 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 bla. Fake News Media. Das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Masse, sie folgt wie ein Schaf. Die Freiheit dreht sich im Grab. Doch der Widerstand ist da. Alla Che Guevara. Komm, sprecht es mir nach. Fake News Media.
Bildschirm ist wie eine Hypnose. Gehirn aus wie bei einer Narkose. Die Inszenierung einer Katastrophe. Ein Feindbild, so wie der Franzose. Dein Bildschirm zeigt dir, wie die Welt ist. Die Zahl schockt, auch wenn sie gefälscht ist. Das Bild wirkt, auch wenn es gestellt ist. Newsflash, Tausenden gefällt es. Dein Bildschirm wiederholt das Mantra. Bedrohung unaufhaltsam wie ein Panzer. Und alle lauschen sie jetzt diesem Mann da. Stopfen ihre Backen voll wie Hamster. Dein Bildschirm sagt dir, wer der Feind ist. Stay home, ruft die Bullen heimlich. Billionen für die Wirtschaft, sei nicht kleinlich. Und wer was anders sagt, der wird gesteinigt. Dein Bildschirm blickt in deine Seele. Dein Führer gibt dir die Befehle. Déjà-vu, was für eine Szene. Die Freiheit in der Quarantäne. We are at war. Wir sind im Krieg. Bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt. Das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Lügen in diesem Staat schlucken wir jeden Tag. Doch jetzt sehe ich es klar, so klar. Deine Propaganda, bla 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 bla. Fake News Media. Das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Masse, sie folgt wie ein Schaf. Die Freiheit dreht sich im Grab. Doch der Widerstand ist da. A la Che Guevara. Komm, sprecht es mir nach. Fake News Media. Wir sind in einem Krieg um unser Klima. Doch ihr kämpft um Exporte gegen China. Wir sind in einem Krieg gegen die Armut. Doch ihr kämpft gegen Flüchtlinge in Kanus. Wir sind in einem Krieg um Weltfrieden. Doch ihr baut die Raketen, die sie schießen. Wir sind im Krieg um eine bessere Ernährung. Doch ihr verbreitet diese Scheiße in der Werbung. Wir sind im Krieg gegen Hetze und Hass. Doch ihr macht euch Sorgen wegen dem DAX. Im Krieg gegen Suizid und Depression. Doch ihr macht mit Pharmazeutika Millionen. Wir sind im Krieg gegen mächtige Konzerne. Doch ihr lasst euch auszahlen 5 Sterne. Wir sind im Krieg gegen Kindesmissbrauch. Doch reden Kinder seid ihr ziemlich oft taub. Wir sind im Krieg gegen Ungerechtigkeit. Doch ihr wollt, dass es ungerecht bleibt. Wir sind im Krieg gegen tägliche Gewalt. Doch das Schicksal dieser Menschen lässt euch kalt. Wir sind im Krieg gegen Diskriminierung. Doch das interessiert nicht die Regierung. Wir sind im Krieg gegen Manipulation. Fake News machen dich zu einem Klon. Das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Lügen in diesem Staat schlucken wir jeden Tag. Doch jetzt sehe ich es klar, so klar. Deine Propaganda, bla 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 bla. Fake News Media. Das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Masse ist folgt wie ein Schaf. Die Freiheit wird sich im Grab. Doch der Widerstand ist da.